En ce mois de juillet 2001, le silence de l'arrière-pays de Paraíba céda la place au grondement sourd des bus à Estácio, au cœur de Rio de Janeiro. C'était le premier voyage de Francisco et Eliane, et peut-être leur seul. Ils avaient quitté la ville de Boqueirão avec une seule valise, des vêtements soigneusement repassés et le cœur rempli d'impatience. L'odeur de la capitale était différente, plus de ciment, moins de terre humide. Mais tout semblait possible pour les rêves qu'ils nourrissaient depuis longtemps. Francisco Batista dos Santos, 32 ans, agriculteur depuis l'âge de 14 ans, était un homme peu loquace. Ses mains étaient couvertes de callosité et il avait un œil curieux pour repérer ce qui était hors de portée. Il aimait les cartes et écoutait les prévisions météo d'autres villes à la radio. Il conservait une petite boîte remplie de coupures de magazines anciens, des photos de rivières, de montagnes, de forêts. Mais parmi elles, une image revenait sans cesse, le Christ Rédempteur, la statue géante aux bras ouverts embrassant le ciel de la ville. Pour lui, ce lieu était plus qu'une attraction touristique. C'était une promesse. Eliane Rocha Batista, 28 ans, manucure dévouée et attentionnée, était tout le contraire. Elle parlait beaucoup, riait facilement et pleurait devant les feuilletons. Depuis son adolescence, elle collectionnait des bouts de papier représentant le pain de sucre, la promenade de Copacabana et le Christ lui-même ou toujours ce Christ immense et solennel. Elle disait que si jamais elle voyait tout cela de près, elle reviendrait dans une maison complète. Et quand Francisco lui promit de l'emmener, elle le crut. Il leur fallut des années pour économiser. Le voyage fut payé en plusieurs versements. Ils choisirent de rester 5 jours à Rio, logés dans une maison d'hôte familiale à Estácio, une petite chambre, un ventilateur de plafond et un petit déjeuner basique. Mais pour eux, tout était magnifique. Le premier jour, ils se promenèrent dans l'APA. Ils mangèrent des pastels dans la rue, prirent des photos avec un appareil jetable et rirent en se perdant entre les arches et les collines. Eliane dit, on n'a même pas atteint le sommet, et ça valait déjà le coup. Le deuxième jour, le 15 juillet, ils se réveillèrent tôt. Francisco s'aspergea le visage d'eau, enfila un jean et un t-shirt blanc. Au poignet, il mit la vieille montre en cuir qu'il avait héritée de son père, un cadeau offert silencieusement des années auparavant, sans occasion particulière. Eliane choisit une robe légère à fleurs, mit un peu de rouge à lèvres et se coiffa soigneusement. Avant de partir, elle jeta un coup d'œil à son sac marron posé sur le lit, vérifiant sa brosse à dents, son portefeuille, son miroir et le dépliant sur le Christ qu'elle avait récupéré à la gare routière. Elle rangea tout et sourit. C'est aujourd'hui le grand jour. Elles montèrent ensemble dans un bus bondé jusqu'au terminus, près du pied du Corcovado. De là, ils prirent un taxi collectif qui les déposa près de l'entrée du circuit touristique. Il était déjà 9 heures passées, ils faisaient la queue pour acheter des billets de train. Pendant qu'ils attendaient, un touriste du Minas Gerais leur proposa de les prendre en photo avec la statue en arrière-plan. Francisco tenait Eliane par la taille. Elle sourit, les yeux plissés par le soleil. Derrière eux, le Christ ouvrait les bras sous un ciel nuageux. C'était l'image d'une conquête. Tout ce dont ils avaient rêvé était capturé en un instant. La photo a été prise vers 10 heures du matin. Ils étaient encore sur le plateau principal, entourés d'autres touristes. Selon des témoignages ultérieurs, un vendeur d'eau ambulant les aurait vus étudier attentivement le dépliant. Il pointait quelque chose du doigt, semblant débattre. La vieille brochure indiquait des sentiers secondaires et des points d'observation peu connus. L'un de ces itinéraires indiquait un point de vue alternatif plus isolé. Ce n'était qu'une trace d'encre sur du papier bon marché. Mais pour Francisco, qui avait toujours aimé les raccourcis et les cartes, cela pouvait paraître un itinéraire légitime. Peu après, ils disparurent parmi les groupes. Un touriste chilien a rapporté avoir vu le couple se diriger vers un sentier plus petit à gauche du belvédère, où la végétation commençait à se clairsemer. Francisco était devant, tenant le journal. Eliane suivait, regardant autour d'elle. Ce fut la dernière fois qu'on les vit. Cette nuit-là, Dalva, la propriétaire de la maison d'hôte, remarqua la chambre fermée à clé. Il laissait toujours la clé à la réception, mais il n'était pas revenu.
Elle attendit presque minuit et appela la police. Les agents arrivèrent sans urgence. Il était courant que les touristes soient en retard ou dorment dehors, mais lorsqu'ils entrèrent dans la chambre et virent la valise fermée, les vêtements pliés et le sac d'Eliane sur le lit sans papier, mais avec du rouge à lèvres et une brosse à dents, quelque chose sembla anormal. Malgré tout, le signalement fut classé sans priorité. Un couple de touristes du Nord-Est, disparu à Rio. Un de plus, deux de plus. Au début, personne n'y prêta attention. Mais pour ceux qui les connaissaient, il ne restait que le vide, le silence soudain, le rouge à lèvres sur le lit, preuve qu'elle ne partirait pas sans, et l'horloge, celle de la photo, celle que toute la famille connaissait, devenue pour eux deux le symbole d'un temps suspendu. Le lendemain de sa disparition, les premiers appels téléphoniques commencèrent à résonner dans l'arrière-pays. Le propriétaire de la pension composa le numéro d'urgence indiqué sur le formulaire d'inscription, le numéro fixe de la maison de la mère d'Eliane à Campina Grande. C'était un mardi ordinaire, mais la routine fut bouleversée par cette longue et insistante sonnerie, annonçant quelque chose d'anormal. La belle-sœur d'Eliane, Maria Dasdor, décrocha et entendit une phrase directe et brève à l'autre bout du fil, « Le couple n'est pas encore rentré. Ils ont disparu hier. On vérifie avec la police. » Donna Socorro, la mère, était assise sur le porche. Lorsque Maria Dasdor le lui annonça, elle ferma simplement les yeux et dit, « Eliane n'allait pas disparaître comme ça. Elle m'avait promis de me tenir au courant tous les jours. » L'appel fut bref. La pension n'avait pas grand-chose à signaler. La police avait déposé plainte, mais c'était trop tôt, disait-il. Peut-être étaient-ils allés dans une autre ville. Parfois, les touristes se perdent dans le temps, pas dans l'espace. Mais Francisco et Eliane n'étaient pas comme ça. L'argent était compté. Chaque étape du voyage avait été planifiée. Et, surtout, Francisco était méthodique. Il voulait savoir où il mettait les pieds. Il ne faisait rien sans réfléchir. L'hypothèse qu'ils aient simplement décidé de disparaître était insensée pour ceux qui les connaissaient. Au commissariat de l'APA, l'affaire fut confiée à un jeune enquêteur peu expérimenté en matière de disparition. Il fit le nécessaire, il s'entretint avec le propriétaire de la pension, demanda des images de vidéosurveillance inexistantes et envoya une demande de patrouille au 5e BPM. Mais face à la multiplication des incidents dans la ville, la disparition d'un couple du Nord-Est, sans aucun signe de violence, n'a mobilisé personne, hormis la pension et leur famille. À Paraiba, des tentatives de réponse ont commencé. Maria Dasdor a contacté une radio locale et demandé une place dans le journal télévisé de l'après-midi. L'interview a été courte, enregistrée au téléphone. Elle a déclaré, la voix brisée, « Ma sœur a rêvé de ce voyage toute sa vie. Ils sont allés voir le Christ. Nous voulons juste savoir s'ils vont bien. » Le discours fut diffusé tard dans la journée, mais personne en dehors de l'État ne l'entendit. À Rio, les jours suivants se déroulèrent sans incident. La chambre de la pension resta fermée. Donna Dalva commença à avoir du mal à dormir. Elle dit avoir rêvé à 2 reprises du bruit de la porte qui s'ouvrait et des pas dans le couloir, mais à son réveil, il n'y avait personne. Elle garda la valise du couple au même endroit, intacte, attendant un retour qui ne vint jamais. Pendant ce temps, la montre de Francisco commençait à occuper la mémoire de la famille comme un test silencieux. C'était la même montre que sur la photo. L'image circula parmi la famille. L'heure était indiquée, 10h42. « Est-ce à cette heure-là que tout s'est passé ?» demanda le père de Francisco, sans savoir à qui. Une semaine après la disparition, les recherches ont finalement commencé. Les pompiers se sont rendus sur le plateau du Cristo avec des chiens renifleurs et des guides expérimentés. Des ratissages ont été effectués le long des principales routes d'accès et des sentiers officiels. Rien, pas un morceau de tissu, pas d'objet personnel, pas de traces. L'un des pompiers a commenté, « S'ils sont entrés dans une zone interdite, les chances sont minces. Ces buissons les avalent sans les mâcher. » Un détail a retenu mon attention. La brochure qu'il portait montrait un sentier secondaire avec un petit point de vue caché. La carte, mal imprimée, semblait indiquer un itinéraire sûr,
mais c'était une erreur. Ce sentier n'était pas une plaisanterie, il n'était pas officiellement répertorié et il se terminait dans une forêt dense, sans signalisation et sans retour possible. L'hypothèse la plus largement acceptée par les experts était immédiate. Le couple s'était perdu. Il s'était éloigné du sentier principal, cherchait de l'ombre ou un autre point de vue, et se retrouvait isolé. La forêt du Corcovado, dense, escarpée et aux pentes abruptes, ne pardonne pas l'inattention. Et, avec peu d'eau, le corps abandonne rapidement. Mais ce n'était encore que spéculation. Il n'y avait ni corps, ni trace. Au fil des jours, l'affaire perdait de son attrait. Les gros titres changeaient. La ville suivait son propre rythme. Le dossier contenant les noms de Francisco et d'Eliane était rangé sur une étagère à l'abri de la poussière, mais oublié. Et pour l'État, ce n'était qu'une affaire parmi tant d'autres. Mais à Campina Grande, rien n'était normal. La maison de la mère d'Eliane commença à recevoir la visite de voisins, de curieux et de fidèles, tous curieux de savoir, sans savoir quoi dire. Le frère de Francisco dessina une carte du Corcovado à partir de la photo et tenta de retrouver la piste où le couple aurait pu se rendre. Il l'envoya par courrier au commissariat de police, mais ne reçut aucune réponse, et le silence s'installa. Les jours passèrent, les recherches s'achevèrent, le rapport resta inchangé, et l'absence de réponse commença à se muer en quelque chose de plus profond, un mélange de colère, de tristesse et de résignation. Eliane et Francisco étaient allés voir le Christ et avaient disparu dans le lieu le plus touristique du pays, invisible, sans nouvelles. Il ne restait que la photo et la montre. Si cette histoire vous a touché jusqu'ici, ne la laissez pas disparaître comme tant d'autres histoires oubliées. Abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. La suite pourrait apporter une réponse que le temps a presque engloutie. Continuons. La forêt du Corcovado n'est pas le genre de forêt qui accueille. Elle engloutit. Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est un paysage. Pour ceux qui sont à l'intérieur, c'est un labyrinthe. En juillet 2001, lorsque Francisco et Eliane ont disparu, aucun drone ni signal de téléphone portable ne parvenait sur les sentiers cachés. Les recherches, menées avec des cartes imprécises et des guides dépourvus d'instruments modernes, relevaient presque d'un rituel aveugle. Le troisième jour des recherches, un groupe de pompiers a descendu une pente raide, soutenue par des cordes, jusqu'à une zone humide où l'on observait des signes d'érosion. Mais les broussailles se sont rapidement refermées. Le climat de la ville n'était pas le même que celui de la forêt. L'hypothèse officielle était la désorientation suivie d'une mort par exposition au froid, sans nourriture, sans eau et sans issue, notait l'expert dans le rapport préliminaire. Mais il n'y avait aucune preuve, seulement une absence. La forêt rendait ce qu'elle voulait, et à ce moment-là, elle ne rendait rien. À la pension Estacio, la chambre restait fermée. Donna Dalva ne pouvait plus dormir à proximité. Il disait sentir le parfum d'Eliane en traversant le couloir. Une douce odeur de savon frais, comme le décrivait la voisine. Un jour, sans savoir pourquoi, il alluma une bougie et la laissa allumer sur le rebord de la fenêtre. Personne ne fit de commentaires, mais personne ne l'éteignit. L'absence étant confirmée, sans toutefois être reconnue comme un décès, la famille entra dans une attente différente. Une attente sans horloge. Maria Dasdor, la belle-sœur d'Eliane, commença à prendre des notes quotidiennes dans un carnet. De courtes phrases, des tentatives pour comprendre la chronologie. Premier jour, ils disparurent. Deuxième jour, rien. Troisième jour, la radio. Quatrième jour, le silence. Le carnet s'allongea, mais la réponse ne vint jamais. En septembre de la même année, la police mit officiellement fin aux recherches. L'affaire fut classée comme une disparition dans une zone boisée. La déclaration froide et générique ne disait rien. Pour les parents de Francisco, c'était le pire, personne ne savait, pas de corps, pas de dernier mot, juste la photo au sommet de la statue du Christ et la valise encore ouverte. Sa mère conservait l'image à l'intérieur de la Bible et, chaque soir, passait la main sur la couverture comme pour lisser les cheveux de son enfant. Pour obtenir une réaction, le frère de Francisco demanda l'aide d'un cousin,
étudiant en géographie. Le jeune homme imprima des cartes topographiques du Corcovado, souligna les zones abruptes et suggéra des itinéraires accidentés. Mais tout cela n'était que théorique. Il n'y avait ni équipe, ni ressources, ni influence politique. L'idée d'aller à Rio en solo avait été envisagée, mais l'argent était insuffisant. Francisco et Eliane avaient épuisé toutes leurs économies. Ce voyage était à la fois leur rêve et leur ultime acte. Fin 2001, le dossier figurait déjà parmi des dizaines d'autres entassés au commissariat. L'enquêteur responsable avait été muté. Plus personne ne posait de questions. À la pension, Donna Dalva commença à fermer le portail plus tôt que prévu. Elle racontait que le temps était étrange depuis leur disparition. Un jour, en rangeant leur chambre, elle trouva dans la poubelle un morceau de papier froissé contenant des notes de leur voyage. Lundi, Christ. Mardi, pain de sucre. Mercredi, Copacabana. Ils n'ont pas survécu au lundi. Le sac d'Eliane, laissé sur le lit, a été rangé par Dalva dans un placard. À l'intérieur, outre son rouge à lèvres et sa brosse à cheveux, se trouvait un papier avec son écriture « Prends un souvenir pour maman ». Eliane comptait bien revenir. Ce n'était ni une évasion, ni une distraction, c'était juste une promenade, et cela s'est terminé par une absence. Début 2002, la station de radio de Campina Grande a rappelé l'affaire à la demande insistante de la famille. Seule une rediffusion de l'interview de Maria d'Asdor était demandée. Elle écoutait sur la radio à pile de la cuisine et pleurait doucement. Elle disait ne plus savoir si elle voulait des réponses ou juste un signe. Les questions continuaient, sont-ils tombés, sont-ils restés coincés, ont-ils été emportés? Mais aucune ne trouvait d'écho. Pendant ce temps, les voies ferrées du Corcovado continuaient de transporter des centaines de touristes chaque jour. Personne ne savait que 2 d'entre eux avaient disparu là, que, sur un sentier inconnu, 2 personnes s'étaient évanouies au milieu de la carte postale du pays, sans un bruit, sans témoin, sans retour. Les gardes forestiers ont averti que les sentiers alternatifs étaient dangereux. Mais la signalisation était insuffisante. À l'époque, il était courant de voir des visiteurs s'éloigner à la recherche de points de vue différents. La forêt appelait, et la forêt se cachait. L'absence de Francisco et d'Eliane n'a pas fait la une des journaux nationaux, ni donné lieu à un documentaire ou à une conférence de presse, mais à Campina Grande, elle s'est transformée en deuil suspendu. Sa mère s'est endormie avec la lumière allumée. Il disait que si Eliane revenait, il devait voir la porte. Et c'est dans cet état d'attente que les années suivantes s'écoulèrent. Des années de questions sans réponse, de rêves interrompus, d'une photo devenue tout ce qui restait, et de l'horloge bloquée à 10h42. En 2003, 2 ans après la disparition de Francisco et Eliane, la maison de sa mère commença à montrer les signes d'une absence persistante. Sur le mur de la chambre se trouvait encore un clou où la robe préférée de sa fille avait été accrochée. Le sac marron, celui-là même laissé sur le lit à la pension, reposait maintenant sur une commode recouverte de tissu blanc. Personne ne le touchait, personne ne l'ouvrait. C'était comme si la maison s'était arrêtée, tout comme l'horloge de Francisco, que la famille considérait déjà comme une relique et une énigme. La ville de Campina Grande poursuivait son rythme normal, mais rue Dona Socorro, tout s'écoulait plus lentement. Le quartier parlait moins, mais observait davantage. Chacun connaissait l'histoire, connaissait le silence, savait que personne n'avait jamais disparu aussi proprement, aussi invisiblement. Maria d'Asdor continuait d'écrire dans son carnet. Elle ne prenait plus de notes quotidiennes, mais griffonnait occasionnellement des fragments. Des années plus tard, elle n'avait toujours pas de réponse. L'État n'a pas répondu. La valise est restée au même endroit. C'était le journal de quelqu'un qui attendait, sans même savoir quoi. À l'autre bout du pays, à Rio, le commissariat avait déjà changé d'agent. L'enquête du couple reposait dans un tiroir numéroté, à la couverture jaunie et au dos duquel un post-it décollé était collé. Lors des réunions internes, lorsqu'on demandait si l'affaire pouvait être rouverte, la réponse était toujours la même, pas de corps, pas de nouvelles pistes, pas de sens. Mais les questions résonnaient sans cesse au mauvais endroit.
Ceux qui portaient le doute étaient ceux qui restaient, et ceux qui restaient étaient le témoignage. La photo prise avant Jésus-Christ Francisco, le bras autour d'Éliane, le visage entrouverte dans un sourire à la fois joyeux et protecteur. Derrière eux, le brouillard, presque comme si la ville savait ce qui allait arriver. C'est à peu près à la même époque qu'un jeune reporter d'une radio communautaire de Rio de Janeiro, Lucas Rangel, tomba sur le vieux bulletin alors qu'il enquêtait sur des affaires non résolues. Trouvant l'affaire curieuse, il appela la pension, toujours en activité, et s'adressa à Dona Dalva, qui répondit d'une voix soupçonneuse. Lorsqu'il l'interrogea sur le couple de Paraíba, elle répondit « Certains ont oublié, mais pas moi ». Il voulut publier un article, mais son rédacteur en chef le trouva peu engageant. « Des gens disparaissent tous les jours », dit le patron sans détour. Lucas enregistra les informations, nota leur nom sur un bloc-notes et passa à une autre mission, mais il n'oublia pas. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc Lage, il aperçut l'entrée d'un sentier secondaire avec des panneaux rouillés. Il pensa à eux, pensa à la brochure mal imprimée, pensa à la confusion facile entre un sentier et un piège. À Paraíba, le frère de Francisco travaillait sur commande en menuiserie. Une nuit, il gravait le nom de son frère sur une petite planche de bois et écrivait en dessous d'une main ferme « Il a vu le monde d'en haut ». Depuis, personne ne l'a plus revu. C'était la première fois que quelqu'un dans la famille mettait des mots sur la mort. Mais l'acceptation ne vint pas, même à ce moment-là. Car sans corps, tout reste ouvert, car sans explication, tout semble injuste. En l'absence de nouvelles, les petits signes commencèrent à prendre de l'ampleur. Une femme de l'église raconta avoir rêvé d'Éliane, assise sur un rocher, se mouillant les pieds. Un enfant dans la rue désigna un nuage et dit « Tiens, regarde, tante Éliane ». Mais Maria d'Asdor refusa. Elle ne voulait pas de réponse magique. Elle voulait savoir comment, où, pourquoi et, surtout, quand. C'est elle qui, en octobre 2003, a envoyé des lettres à 7 kiosques touristiques de Rio, chacune contenant une photo du couple, un court mot et un numéro de téléphone. Elle n'a jamais reçu de réponse. L'une des lettres est revenue, les autres, comme elle, ont été perdues. À la même époque, un guide touristique à la retraite a confié, lors d'une réunion de collègues, qu'il se souvenait vaguement d'un couple qui avait demandé des points de vue alternatifs en 2001. Il leur avait indiqué un sentier secondaire peu fréquenté, mais je les avais prévenus que ce n'était pas officiel, a-t-il précisé. Il ne se souvenait ni du visage ni de la date. Mais la question demeurait. Le sentier dont il parlait aboutissait à un affleurement rocheux humide, caché par les arbres et offrant une vue partielle sur la ville. C'était le genre d'endroit qui, par temps nuageux, était invisible aux passants. Le genre d'endroit qui, pour un fermier et une manucure de campagne, pouvait sembler le point d'arrivée d'une promesse, mais qui en était en réalité la fin. En 2004, le souvenir du couple n'était plus dans les médias, mais chez la mère d'Éliane, chaque anniversaire était commémoré. Le jour de ses 31 ans, en septembre, ils allumèrent une bougie près de son sac à main. Personne ne parla, ils se contentèrent de fixer du regard. L'absence était trop grande pour permettre la conversation. Pendant ce temps, la forêt continuait de grandir. Le sentier secondaire, non entretenu, fut peu à peu recouvert de branches, de racines et de feuilles sèches, comme si la forêt elle-même avait décidé d'effacer ce qu'elle voyait. Et pendant 4 ans, Rio connut des rénovations, un changement de maire, une augmentation du nombre de touristes, et plus personne ne parla de Francisco et d'Éliane. Mais le temps, silencieux et dense, préserva ce que les hommes avaient oublié. Et bientôt il rendrait un morceau d'histoire qui semblait perdu. L'automne 2005 s'installa à Rio de Janeiro sous une chaleur étouffante. Le ciel, bien que dégagé la plupart du temps, conservait une humidité persistante le matin. La végétation autour du mont Corcovado poussait librement, surtout dans les zones latérales moins fréquentées. Aucun plan d'entretien actif n'était prévu pour les sentiers secondaires, ceux-là même que, selon des témoins, Francisco et Éliane avaient tenté de suivre. C'est par un de ces matins humides de mai qu'Osmar Cordero, un employé municipal de 54 ans, chaussé de bottes usées et muni d'une lampe torche à la ceinture, est parti avec son équipe réaliser une étude d'impact environnemental.
Ce travail s'inscrivait dans une initiative de longue date qui n'a jamais vraiment abouti. Mais pour Osmar, explorer cette ville oubliée était plus qu'une tâche, c'était une mission. Il disait que la vraie ville ne se trouvait pas sur les cartes postales, mais dans les rues mal peintes, dans les ruelles sans nom, dans les branches qui masquaient les panneaux. Il avait l'habitude de s'éloigner des sentiers battus dès qu'il voyait quelque chose d'étrange. L'endroit qui ne veut pas être vu est celui où vit ce que personne ne veut trouver, disait-il. Ce matin-là, enfoui jusqu'aux genoux dans les sous-bois humides, Osmar écarta des branches sèches et vit ce qui, à première vue, ressemblait à une simple érosion. Mais il y avait là une brèche sombre, un espace entre deux rochers, à moitié recouvert de feuilles mortes et de racines pendantes. Il s'accroupit, alluma sa lampe torche et entra prudemment, sentant l'air se déplacer. La grotte était basse et humide. Le sol s'enfonçait silencieusement. 2 mètres plus loin, la lumière trouva quelque chose qui n'était pas de la pierre. C'était une courbe irrégulière et blanchâtre, un os long. À côté, un autre. Et puis ce qui ressemblait à un crâne partiellement enterré. Osmar ne dit pas un mot. Il recula lentement et fit signe à son collègue. En moins de 2 heures, la zone était bouclée. Les experts arrivèrent en début d'après-midi. La grotte présentait des conditions particulières, une entrée étroite, une température stable et une faible exposition à l'humidité extérieure. Ceci, selon les experts, expliquait l'état de conservation relatif des vestiges. On y trouvait des ossements humains. 2 lots furent confirmés peu après. Parmi eux, presque comme un signe, se trouvait un petit objet usé mais reconnaissable, une montre analogique au bracelet en cuir noirci, à l'aiguille arrêtée et au cadran encore lisible. La pièce fut photographiée et récupérée. Le responsable technique fit remarquer qu'il était rare de trouver un objet métallique aussi intact. Après un long moment, l'un des agents se rappela discrètement, il y avait une vieille affaire concernant un couple disparu dans le coin. Vous ne vous en souvenez pas? Ils allèrent chercher le dossier. Le dossier 716 des 01, daté de juillet 2001, la disparition de Francisco Batista dos Santos et Eliane Rocha Batista fut ouvert avec précaution. La comparaison avec la photo jointe à l'époque, le couple souriant devant le Christ, Francisco avec une montre au poignet gauche, fit taire l'assistance. Aucun doute, il s'agissait du même homme. Les experts médico-légaux ont détaillé les ossements, un groupe masculin, l'autre féminin, selon leur taille. Des fragments de bassin, la forme des crânes et un détail qui a stupéfié la salle. À côté du plus petit squelette, une petite boucle d'oreille simple et oxydée. Sur la photo originale, Eliane portait la même. Il n'y avait aucun signe de perforation, de fracture par impact, ni de marque de violence directe. Tout indiquait une mort due au froid, à la faim, à la soif et à la déshydratation. L'entrée de la grotte, dissimulée par la végétation, renforçait l'hypothèse d'un piégeage involontaire. Peut-être s'y étaient-ils abrités temporairement. Peut-être la pluie avait-elle bloqué la sortie. Peut-être, avec le temps, affaibli, avait-il été incapable de s'échapper. Dans le rapport, on peut lire un extrait, on présume que le décès est survenu suite à une défaillance systémique dans un environnement isolé, sans la présence de tiers, compte tenu de l'absence de traces et de l'état des biens. L'horloge, celle-là même qui, selon la famille, était le point clé du récit, s'est arrêtée à 10h42, heure exacte décrite par le témoin qui a vu le couple se diriger vers le sentier secondaire ce matin du 15 juillet 2001. La confirmation de leur identité dépendait encore des analyses de laboratoire, mais le commissariat savait. C'étaient eux. Francisco et Eliane, disparus depuis 4 ans, gisaient là, silencieux, au cœur d'une ville qui ne les avait jamais véritablement recherchés. Les corps ne seraient pas transportés, à cause de la législation, des coûts, de la détérioration, mais les restes seraient rendus à leur famille. La montre de Francisco, la boucle d'oreille d'Eliane et un petit bracelet tressé en ficelle, que sa mère reconnaîtrait plus tard comme un souvenir offert avant le voyage. La nouvelle, avant même d'être publiée dans un journal, fut annoncée par téléphone. L'enquêteur Reg, qui avait repris l'affaire en l'absence de l'intéressé, appela Campina Grande. Le cousin d'Eliane répondit. En entendant l'explication, il resta un instant sans voix.
Puis il demanda, « Tu es sûr ?» La réponse fut sobre. Oui. Le temps l'a rendu. La nouvelle parvint à Paraiba par une matinée mois de juin 2005. Le téléphone du numéro 14, dans le quartier de Liberdad, sonna à 7h42. La mère d'Eliane, déjà vêtue de son tablier taché de savon, se précipita pour répondre. C'était un numéro inconnu de Rio. La voix à l'autre bout du fil, masculine, lente, portait un accent lointain mais une attention évidente. C'était l'inspecteur Rege, qui insista pour lui parler directement. Il utilisa des mots simples. Il dit qu'ils avaient trouvé des restes humains sur le mont Corcovado, dans une zone non cartographiée à l'intérieur d'une grotte. Il dit qu'il y avait des effets personnels. Il ajouta qu'il y avait de solides indices qu'il s'agissait de Francisco et d'Eliane. À l'autre bout du fil, le silence. Elle ne pleura pas immédiatement, ne cria pas, se contenta de coller le combiné à son oreille, comme pour forcer sa fille à revenir. Puis elle murmura, « Elle a vu le Christ, alors elle a vu. Maintenant, elle peut se reposer. » À Campina Grande, la nouvelle s'est répandue lentement, d'abord parmi les proches, puis parmi les voisins. Au marché, un ami a commenté, « Au moins, maintenant, tu sais où c'est, non ?» Mais personne n'a réagi, car il ne s'agissait pas seulement de savoir, mais de tout ce qui allait suivre. Le frère de Francisco fut convoqué au commissariat local pour recevoir officiellement la lettre envoyée depuis la capitale. Il était accompagné de sa belle-sœur, celle-là même qui, des années plus tôt, avait accordé une interview à une radio communautaire pour demander de l'aide et implorer qu'on l'écoute. Elle tenait maintenant l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une photo de la montre, une autre de la boucle d'oreille et une feuille timbrée. Les restes correspondent à ceux des personnes disparues en juillet 2001. Identification préliminaire confirmée par des objets personnels et l'historique du dossier. 716 des 01 Francisco Batista dos Santos et Eliane Rocha Batista. Noms écrits à l'encre sèche sur papier froid. Les objets seraient livrés par courrier officiel. C'était tout ce que l'État pouvait faire. Les ossements resteraient sous la responsabilité du bureau du médecin légiste de Rio de Janeiro, car leur transfert n'était soumis à aucune condition. Les coûts, la détérioration avancée, les protocoles, tout s'opposait à leur réunion. Mais pour la famille, l'important était moins physique que symbolique. La belle-sœur demanda à recevoir les objets. Elle insista pour se rendre à la poste en personne. Lorsque le colis arriva, petit et discret, elle le ramena directement chez elle et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait la montre de Francisco, au bracelet usé, au verre rayé et à l'aiguille bloquée à 10h42, la boucle d'oreille oxydée d'Eliane, simple, petite, au fermoir tordu, et un bracelet tressé de fils rouges et bleus qu'il portait à la cheville. Pas de lettres, pas d'instructions, juste les 3 objets protégés par du papier bulle et un formulaire joint. Ce soir-là, la mère d'Eliane demanda à voir l'horloge. Elle s'assit à la table de la cuisine avec la nappe à fleurs que sa fille avait achetée au dernier marché avant le voyage. Elle tenait l'objet comme s'il s'agissait d'un verre sacré. Puis elle dit, cette fois, voici ce qu'elle a emporté. La famille organisa une petite cérémonie, rien d'officiel, rien de public. Un pasteur du quartier fut appelé pour diriger une prière. Ils utilisèrent une table basse recouverte d'une nappe blanche. Ils y déposèrent une photo agrandie du couple devant la statue du Christ, l'horloge au centre, la boucle d'oreille à côté et une composition florale du jardin. Le frère de Francisco prononça quelques mots brefs et retenus. Sa belle-sœur se contenta de pleurer. Au cours des jours suivants, la nouvelle se répandit dans la ville comme une douce brise. Personne ne parla beaucoup, mais ceux qui connaissaient l'histoire contemplèrent le portrait avec plus d'affection. L'absence, enfin, avait une forme. À Rio, le commissariat de l'APA a joint les documents finaux à l'enquête. Le dossier 716 des 01 a été marqué, fermé, mais en pratique, les agents savaient, il ne s'agissait pas d'une clôture, mais simplement de la fin du dossier. Rege a écrit dans le rapport final, l'absence de violence directe, combinée à l'isolement géographique et aux effets personnels intacts, renforce l'hypothèse d'une mort accidentelle par exposition au froid.
Le couple a suivi une piste désuète, peut-être indiquée par une vieille brochure touristique. L'abri de fortune s'est transformé en piège. Il n'y avait ni temps, ni voix, ni attention. La grotte où ils ont été découverts n'était pas fermée. L'entrée était recouverte de végétation et il n'y avait aucune signalisation officielle. La municipalité affirmait que le site se trouvait dans une zone protégée et qu'aucun financement n'était disponible pour de nouveaux projets de cartographie. En interne, certains employés ont commenté l'histoire, mais personne n'a voulu proposer un hommage. L'affaire était ancienne, il n'y aurait pas de retour. Pendant ce temps, à la pension Estacio, Donna Dalva conservait le sac à main d'Eliane. Elle n'eut jamais le courage de le jeter. Lorsqu'elle apprit la découverte, elle écrivit une courte lettre de sa propre main, indiquant qu'elle souhaitait le remettre en main propre à la famille. En octobre de la même année, elle prit le bus pour Campina Grande, portant le sac sur ses genoux pendant les 36 heures de voyage. À son arrivée, elle fut accueillie par des câlins discrets. Elle tendit le sac à la mère d'Eliane, qui pleura en silence. Elle demanda, « Tu as bien pris soin d'elle ?» Dalva répondit, « Elle ne méritait pas de disparaître comme ça. » Elle ne resta qu'une nuit et revint le lendemain, sans tambour ni trompette. Le sac contenait toujours les mêmes objets, une brosse à cheveux, un foulard à fleurs, une carte d'identité et un rouge à lèvres usagé. Et, au bas, soigneusement plié, un mot écrit par Eliane avant le voyage, « N'oubliez pas Christ au nouveau roi, vêtements légers, apportez un goûter. » C'était comme ouvrir une vieille fenêtre sur une époque révolue. Après la petite cérémonie à la maison familiale de Campina Grande, un silence nouveau s'installa, différent de celui des premières années. Auparavant, c'était un vide empli d'attentes, de questions sans réponse. Maintenant, c'était le silence de ce qui était enfin arrivé. Mais trop tard, un silence plus lourd encore, car porteur de certitude. La mère d'Eliane avait commencé à conserver l'horloge sur une petite étagère du salon. Non pas pour l'exposer, mais comme souvenir. Parfois, elle s'asseyait sur le canapé et la fixait pendant de longues minutes, sans rien dire. L'aiguille, arrêtée à 10h42, semblait avoir figé non seulement leur temps, mais aussi le sien. Elle disait à ses voisins que l'horloge était plus précise qu'un calendrier, car elle marquait la fin de tout. Le frère de Francisco, qui travaillait dans un petit atelier de menuiserie, décida de fabriquer une boîte en bois pour ranger la boucle d'oreille et le bracelet tressé. Il travailla calmement sur l'objet, le ponçant à la main, collant un morceau de photo de deux au dos du couvercle. Il l'offrit à sa belle-sœur un dimanche après-midi. Elle pleura en l'ouvrant. Elle dit que c'était plus beau qu'une urne. Il n'y eut ni enterrement, ni pierre tombale, ni veillée funèbre. Pour l'État, l'histoire était terminée, mais pour ceux qui restaient, un autre temps commençait, celui du deuil, qui doit se réinventer sans corps, sans terre, sans fleurs fraîches. Les objets devinrent tout. À la pension Estacio, Donna Dalva rédigea un mot de sa propre main et le colla sur le placard où elle avait conservé le sac à main d'Eliane pendant 4 ans. Le mot disait, « Francisco et Eliane ont dormi ici, sont allés voir le Christ et ne sont jamais revenus. » Elle ne révéla à personne son écriture. Une explosion silencieuse, glissée entre des draps et des mouchoirs souvenirs. Quelques jours plus tard, il décida de rénover la chambre. Elle la repeignit en blanc, changea les rideaux et laissa une photo en noir et blanc de deux dans un cadre discret accroché derrière la porte. Ceux qui y dormirent plus tard ne comprirent pas, mais elle le savait. Elle disait qu'on ne vide pas facilement la chambre d'une bonne âme. À Rio, les pompiers ayant participé aux dernières recherches officielles ont été informés du résultat. Certains ont exprimé leur soulagement, d'autres leur injustice. L'un d'eux, aujourd'hui retraité, a commenté dans un café, « Lorsque nous les avons cherchés, ils ont dit qu'ils étaient proches, et ils l'étaient, mais personne ne les a trouvés. » Le sentier emprunté par Francisco et Eliane est resté tel quel, couvert, invisible, sans panneau. Les broussailles ont englouti ce que le panneau n'avait pas signalé. Aucun organisme officiel n'a commenté l'affaire, aucune mention publique, aucune nouvelle alerte. La seule action concrète est venue d'un employé municipal qui, ému par ce qui s'était passé,
a recommandé en interne la réalisation d'une nouvelle cartographie des sentiers non répertoriés. Mais le projet n'a jamais avancé. Manque de financement, manque de volonté. Le temps a continué, comme toujours, à tout retarder. Pendant ce temps, l'histoire de Francisco et d'Eliane restait confinée à des conversations de Porsche, des souvenirs fragmentés et des objets entreposés. L'un des neveux du couple, déjà adolescent en 2005, racontait à ses camarades de classe « Mes oncles sont morts à Rio, mais personne ne le savait, seulement la forêt ». La phrase semblait étrange, mais elle était vraie. Ils n'ont pas fait la une des journaux, on ne s'est pas souvenu d'eux pendant les fêtes, on ne leur a pas donné de nom de rue. Ce qui restait, c'était une absence que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Maria Dasdor, sa belle-sœur, cessa d'écrire dans son carnet. La dernière page ne contenait qu'une seule phrase écrite quelques semaines après la confirmation des ossements, « Maintenant, la douleur est différente ». Elle rangea le carnet dans un tiroir de la cuisine et n'y toucha plus jamais. À l'église, le pasteur a prononcé une prière silencieuse pendant l'office de l'après-midi. Il n'a pas cité de nom. Il a simplement dit que ceux qui partiraient sans prévenir pourraient trouver la lumière même dans les cavernes du monde. L'horloge, avec son aiguille figée, est restée là, immobile, elle est devenue un objet de contemplation. Les enfants demandaient pourquoi elle ne bougeait pas. Et la réponse était toujours la même, parce que leur temps s'est arrêté là. L'absence de justice, d'explication technique, de responsabilité formelle était douloureuse. Mais il y avait aussi un étrange soulagement. Savoir où ils étaient, savoir comment c'était arrivé, permettait un autre type de deuil, plus froid mais nécessaire. Francisco et Eliane avaient enfin un lieu même s'il était invisible, même caché dans les bois, même s'il n'était jamais visité. Dans les mois qui ont suivi la confirmation des restes, la vie a essayé de se réorganiser autour de l'absence, mais il y a des choses qui ne rentrent jamais dans le quotidien, comme l'espace vide à côté du lit, comme la chaise que plus personne n'occupe, comme l'horloge arrêtée qui refuse d'être oubliée. Chez la mère d'Eliane, à Campina Grande, le quotidien perdait un peu de son rythme. Les jours passaient, mais pas complètement. C'était comme si le temps s'écoulait de travers. Le sac à main de sa fille, désormais exposé sur la commode, était devenu une sorte d'hôtel. La femme, qui évitait auparavant de parler de sa fille, commença à la mentionner dans les conversations, non pas comme un souvenir, mais comme une présence. Elle disait doucement en rangeant la maison, Eliane aimait bien cet endroit avec plus de fleurs. Je vais le laisser comme elle le voulait. Le quartier le respectait. Personne n'en parlait ouvertement, mais tout le monde le savait. Cette maison avait perdu quelqu'un, le plus lentement possible. Pendant 4 ans, l'attente avait entretenu la douleur. Maintenant, c'était la vérité qui la faisait. Francisco, bien qu'absent, commençait aussi à laisser libre cours à son souvenir. Le cadet, toujours silencieux, commença à parler de son frère lors des réunions de famille. Il racontait des anecdotes de son enfance, comme le partage d'un verre de jus de canne à sucre au marché, ou comment Francisco connaissait le nom de toutes les rivières de la région. Il disait, c'était le plus honnête d'entre nous, le plus juste. Mais la preuve la plus évidente que le temps avait changé fut le petit hommage rendu dans leur quartier natal. Une connaissance de la famille, employée d'une école publique, organisa un panneau d'affichage intérieur relatant des témoignages de courage, y colla la photo du couple et écrivit en dessous, « Ils ne sont pas partis par faiblesse, ils sont partis grâce à la force d'un rêve ». La fresque murale a été exposée pendant 2 semaines, puis retirée, mais une enseignante touchée par le geste a conservé la photo dans la salle des professeurs. Elle a expliqué que cela rappelait à ses élèves que le monde était vaste et dangereux. À Rio, la forêt a continué de pousser sur le sentier non officiel. Le lieu où Francisco et Anne a été retrouvés n'a pas été transformé en mémorial ni signalé. Rien n'a été fait pour empêcher les autres de passer. Un employé municipal a même suggéré un panneau d'avertissement, mais la proposition est tombée à l'eau. Ils ont prétendu qu'il n'y avait ni ressources ni besoin. Mais, secrètement, certains techniciens ayant participé à la cartographie ont commencé à éviter la zone. L'un d'eux, plus sensible, confia à un collègue, « Je ne peux pas l'expliquer.
Il y a des endroits qui semblent ne plus vouloir être piétinés. Parallèlement, les archives du commissariat de l'APA furent numérisées en 2006. Le dossier 716-DO01 fut scanné et archivé au format PDF. L'image du couple, extraite du fichier original, figurait en évidence sur la première page. À côté, une brève note. Clôturée par la localisation partielle des restes, des preuves solides d'identité confirmées, aucune preuve d'acte criminel. C'était un paragraphe froid, incapable de retranscrire les années de silence, de deuil et de recherche. Mais c'était ce qu'on pouvait trouver. À Paraiba, une cousine d'Eliane, couturière, a cousu un petit tissu avec le visage de sa cousine brodé en fil noir. Il l'avait confectionné à la main, sans patron, se souvenant simplement de son sourire. Il l'avait offerte à sa mère. Elle l'avait accrochée dans la cuisine, à côté de la vieille radio. Parfois, je regardais la broderie et je disais, elle riait avec les yeux. La boucle d'oreille d'Eliane, oxydée par le temps, était rangée dans une petite boîte en plastique avec un morceau du foulard à fleurs qu'ils avaient récupéré dans son sac à main. Ils étaient là, presque comme des reliques. Un jour, lorsque sa belle-sœur ouvrit la boîte pour la montrer à une voisine, elle dit, c'est plus vrai que n'importe quelle photo. La montre de Francisco était toujours conservée par son frère, mais il passait désormais plus de temps hors de la boîte. Il la posait parfois sur la table, surtout le dimanche. Elle restait là, immobile, devant la famille, comme témoin. Il ne marchait pas, mais semblait dire quelque chose. Et lorsque la fille de son frère, Eliane, lui demanda pourquoi cette horloge était si importante, il répondit, parce que c'était la dernière qu'ils voyaient ensemble. Il n'y avait pas de reportage, pas de reconstitution, pas de film, mais il y avait là, dans ces maisons simples, une sorte de révérence que personne d'autre ne pouvait comprendre. C'était le chagrin transformé en routine, le temps figé. La pension Estacio a continué à fonctionner jusqu'en 2008, date à laquelle Donna Dalva l'a vendue. Mais avant de fermer, elle a fait quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne, elle a glissé une copie plastifiée du mot qu'Eliane avait écrit sur le papier à encas dans le tiroir de la chambre numéro 6. N'oubliez pas. Le Christ a 9 ans, vêtements légers, apportez un goûter, n'est-ce pas? Il a laissé là comme pour rappeler que cette absence avait un début, qu'avant la fin il y avait un rêve. Et c'est ce rêve qui a continué à résister, quoique silencieusement. C'était en 2007, lorsque l'école publique du quartier de Francisco organisait une petite cérémonie symbolique pour les lycéens. Le thème était les histoires que la ville ne racontait pas. La fresque le représentant avec Eliane, exposée pendant 2 semaines puis discrètement retirée, avait laissé des traces. Certains élèves attentifs commençaient à se demander pourquoi ce couple n'était jamais mentionné dans les journaux, les livres ou les cours. Une enseignante, émue, a répondu avec ce qu'elle savait. Car parfois, ceux qui disparaissent sont précisément ceux qui ne font pas de bruit. L'histoire de Francisco et d'Eliane, même sans hommages officiels, a commencé à prendre vie dans la mémoire de gens ordinaires. Des gens qui ne les avaient jamais connus, mais qui ont commencé à se souvenir. Un groupe de jeunes de la même école, touchés par cette affaire, ont décidé de réaliser un petit projet littéraire. Ils ont créé un cahier de nouvelles inspiré de disparitions réelles. Parmi les œuvres de fiction, ils ont inclus un récit direct, quasi chronique, sur le couple de Paraiba disparu sur le mont Corcovado. Ils ont intitulé ce texte « Silence à 10h42 ». Le coordinateur l'a lu, a pleuré, a déclaré que c'était peut-être le texte le plus vrai de tous et a autorisé sa lecture devant toute la classe. À la fin de la lecture, personne n'a applaudi. Il n'y avait qu'un profond silence, celui n'est non pas de l'ennui, mais du respect. Au bord de la rivière, pendant ce temps, le sentier où Francisco et Eliane avaient disparu restait invisible. Aucune clôture n'avait été érigée, aucun panneau visible n'avait été posé. Les broussailles cachaient ce que la ville préférait oublier, mais certains en étaient incapables. Un technicien du ministère de l'Environnement, qui avait participé à la cartographie initiale en 2005, est retourné sur le site 2 ans plus tard, pris d'un profond malaise. Seul, il a grimpé jusqu'à l'emplacement approximatif de l'ancienne grotte.
La végétation était devenue si dense qu'il avait du mal à en localiser l'entrée. Lorsqu'il y parvint, il s'est agenouillé, a touché le sol et a simplement dit « Désolé, c'est tout ce que j'ai pu faire ». À Campina Grande, la fille du frère de Francisco, aujourd'hui âgée de 8 ans, portait le prénom d'Eliane plus consciemment. Sa tante, qui l'aidait à l'école, lui parla un jour de la femme qui lui avait inspiré son prénom. La fillette écouta en silence, puis demanda, avait-elle peur? Sa tante répondit doucement, peut-être, mais plus que peur, elle avait du courage. Chez la mère d'Eliane, les visites diminuèrent avec le temps, mais la routine demeurait. Chaque vendredi, la femme allumait de l'encens et déposait une serviette propre sur la commode, là où reposait le sac à main de sa fille. À côté se trouvait sa brosse à cheveux, son rouge à lèvres et, maintenant, le mot plastifié. Elle n'en parlait pas beaucoup, mais elle disait toujours, ceux qui prennent soin de leurs souvenirs ne laissent personne mourir complètement. Un jour, un jeune reporter de radio locale a tenté de revenir sur l'affaire. Il avait entendu parler de l'histoire par un professeur d'université qui avait évoqué la disparition lors d'une conférence sur la cartographie des pertes urbaines. Le journaliste a réussi à contacter la belle-sœur d'Eliane, qui a réagi avec méfiance. Après avoir entendu leurs intentions, il répondit, ils ont déjà rapporté l'information. Maintenant, nous voulons simplement que ce soit une histoire. Malgré cela, le jeune homme persista. Il ne cherchait pas le sensationnalisme, il voulait comprendre. Il rédigea un court essai narratif qui fut publié sur un site web indépendant. Le titre était « Il voulait juste voir le monde d'en haut ». Le texte a trouvé un écho auprès des lecteurs les plus attentifs. Il n'est pas devenu viral, mais il a eu un écho. Un commentaire disait « La ville a des milliers de noms oubliés. Aujourd'hui, je m'en suis souvenu de 2. La montre de Francisco était restée dans le coffret en bois fabriqué par son frère, mais curieusement, sa fille commença à demander à la voir plus souvent. Elle disait qu'elle aimait son son. Même immobile. Son père l'autorisait. Il s'asseyait avec elle sur le canapé et, ensemble, ils observaient l'aiguille immobile. C'est l'époque où ils étaient heureux, n'est-ce pas? Demanda la jeune fille. Oui, répondit son père. Et c'est aussi l'heure où nous nous souvenons d'eux. À l'école de la jeune fille, un professeur d'histoire lui confia un projet sur des gens ordinaires disparus de la mémoire collective. La jeune fille timide apporta une photo du couplet, d'une voix basse mais ferme, parla de ses oncles. La classe écouta en silence. À la fin, l'enseignant demanda à chacun d'écrire quelque chose sur ses sentiments. Un élève écrivit, « Il y a des gens qui disparaissent et qui restent, car leur absence est plus forte que bien des présences vivantes. » Fin 2007, une équipe du service du tourisme envisagea de revoir les brochures encore en circulation sur les sentiers non officiels. Le cas de Francisco et d'Eliane fut une fois de plus cité comme exemple du manque de contrôle sur les itinéraires alternatifs du Corcovado, mais l'idée se heurta une fois de plus à la bureaucratie. Les ressources, la volonté et les priorités manquèrent. L'un des responsables déclara même, « C'est moins difficile de laisser tomber que d'admettre que c'était un échec. » Et cela resta ainsi. À Paraiba, la couturière qui avait brodé le tissu représentant le visage d'Eliane a décidé de créer une deuxième pièce. Un portrait du couple, réalisé au fil noir sur tissu blanc. Elle s'est inspirée d'une photographie du Christ. La broderie était simple mais délicate, 2 corps se tenant la main, et une ligne ondulée suggérait les montagnes en arrière-plan. La mère d'Eliane l'accrocha dans le salon et dit, « Maintenant, ils sont de retour. » Et dans ce silence brodé, il y avait plus de vérité que dans n'importe quel rapport. Le temps, même dans sa lenteur, transforme les souvenirs en couches. En 2008, 7 ans après la disparition de Francisco et d'Eliane et 3 ans après la confirmation de leur décès, la ville semblait avoir repris son cours normal, comme toujours. Mais dans les maisons silencieuses de Paraiba et les ruelles oubliées des bords de rivière, de légers signes d'absence persistaient. La mère d'Eliane, désormais de santé plus fragile, avait perdu une partie de son audition. Elle passait ses journées dans son rocking chair, à surveiller le portail. Parfois, elle semblait attendre encore quelque chose. D'autres fois, elle disait non, qu'elle se contentait d'observer.
Mais un après-midi, voyant le ciel nuageux, elle murmura. C'est sous les nuages ce jour-là qu'ils gravirent la colline. Sa mémoire ne la trahit pas. Elle se souvint du jour où sa fille l'avait appelée d'une cabine téléphonique de Rio, heureuse, lui annonçant que le lendemain, il verrait le Christ rédempteur. Elle se souvint du son de sa voix, de son rire, de sa promesse d'apporter un aimant de réfrigérateur à l'effigie du pain de sucre. L'aimant n'arriva jamais, mais le son de sa voix demeura. Dans la même rue, la belle-sœur d'Éliane poursuivait son petit commerce de confiseries artisanales. Un jour, un client m'a parlé d'un vieux blog sur la disparition d'un couple sur le mont Corcovado et s'est demandé s'il s'agissait d'une simple légende. Elle n'a pas répondu, s'est contentée de servir les confiseries, est retournée au comptoir et a pris une grande inspiration. Puis j'ai murmuré, ce n'est pas une légende, ce sont des gens. À l'école où la fresque avec la photo du couple avait été exposée des années auparavant, une nouvelle enseignante de sociologie souhaitait réaliser un projet sur les pertes passées sous silence. Elle obtint l'autorisation d'organiser une discussion avec les élèves. Elle apporta la photo agrandie du couple, le rapport de disparition et un extrait du rapport médico-légal. À la fin, elle a distribué des feuilles blanches et a demandé aux élèves d'écrire des lettres à Francisco et Éliane, comme s'ils étaient encore en vie. Les réponses étaient touchantes. L'une d'elles disait, « Cher couple qui ne désiriez que voir le Christ, j'espère que vous voyez maintenant tout en paix. » Les lettres ont été remises à la famille par l'enseignante elle-même, qui s'est rendue seule à Paraiba. À son arrivée, elle fut accueillie avec surprise. Elle s'assit à la table avec la mère d'Éliane et lui montra les papiers. La femme les lut en silence. Puis, serrant une feuille contre sa poitrine, elle murmura, « Il y a des mots qui consolent mieux que des fleurs. » Sur le fleuve, l'inspecteur Reg s'était déjà retiré, mais il conservait une copie de la photo de la montre. Il a déclaré que cette affaire lui avait appris quelque chose qu'aucune formation policière ne lui avait enseigné, le poids de l'oubli. Un jour, lors d'un entretien informel avec un étudiant en journalisme qui travaillait sur des dossiers de police classés, il a déclaré, « Je ne voulais pas les résoudre, je voulais les restituer. » Et parfois, les restituer est plus difficile que de les arrêter. La photo en noir et blanc du couple a commencé à circuler parmi les petits groupes de mémoire urbains qui cartographiaient les cases effacées de l'histoire officielle. Dans un groupe de discussion à Santa Teresa, une militante a évoqué l'affaire, les larmes aux yeux. Elle a déclaré qu'Éliane était l'image de la promesse qui ne revient jamais et que Francisco représentait tous ceux qui cheminent avec foi, mais sans soutien. La maison d'hôte Estacio, désormais sous une nouvelle direction, avait été rénovée. Mais la chambre numéro 6, malgré ses murs peints et son matelas neuf, semblait encore lourde. Des années plus tard, une cliente raconta y avoir fait un rêve étrange. Elle rêva qu'elle était perdue sur un sentier forestier, dégageant une forte odeur de terre humide, et entendit des pas derrière elle. Mais lorsqu'elle regarda, il n'y avait personne. Ce n'était pas un cas isolé, mais il n'était pas non plus documenté. À Campina Grande, le frère de Francisco continuait sa routine à l'atelier de menuiserie. Il travaillait en silence ou écoutait de la musique sur la vieille radio à pile. Un jour, il décida de construire un banc en bois unique, long, sans dossier, orné d'un détail sculpté sur les côtés, deux visages regardant dans la même direction. Lorsqu'on lui demanda à qui il était destiné, il répondit, « Personne. C'est juste un banc pour se souvenir. » Il installa le banc sur la place du quartier sans autorisation. Pendant 2 mois, il resta là, exposé au soleil et à la pluie. Puis il fut emporté par un camion municipal. Mais ceux qui s'y asseyaient, même s'ils n'en avaient pas conscience, étaient proches de ce souvenir. Sa fille, Éliane, maintenant âgée de 10 ans, commença à dessiner. Dans l'un de ses dessins, coloriés avec des crayons bon marché, elle représentait 2 silhouettes souriantes se tenant la main devant une grande statue. Elle la tendit à son père en disant, « C'est le Christ. » Ils arrivèrent. Il ne répondit pas, serrant simplement le papier fermement. Il le rangea dans le tiroir où se trouvait l'horloge, puis se tut. En l'absence de corps entiers, de cérémonies officielles ou d'espace physique pour les visites, la famille a inventé d'autres rituels. Pour l'anniversaire d'Éliane, ils ont déposé une rose blanche dans l'évier de la cuisine.
Pour celui de Francisco, ils ont laissé une bouteille d'eau et une miche de pain sur le rebord de la fenêtre. Il disait que c'était simplement une façon de se rappeler qu'ils étaient toujours présents, qu'ils comptaient toujours. Et dans ce silence inventé, le souvenir survivait, sans plaque, sans buste, sans pierre, mais entier au cœur de ceux qui n'avaient jamais cessé de s'aimer. C'était fin 2009. 8 ans s'étaient écoulés depuis le matin où un couple du Nord-Est avait disparu du Christ Rédempteur, et 4 depuis que les ossements avaient enfin donné forme à la conclusion d'une absence. Mais l'histoire perdurait dans les modestes maisons de part et bas, dans les murmures des élèves dans ces salles de classe, dans les gestes silencieux de ceux qui refusaient d'oublier. Dans la petite ville où Francisco et Eliane ont grandi, la rue natale du paysan n'avait pas encore de nom, mais un groupe d'habitants, le réseau Mémoire Vivante, s'est réuni pour proposer un hommage symbolique. Ils n'ont demandé ni plaque ni loi. Ils voulaient un sceau culturel de respect urbain, une empreinte municipale qui permettrait de commémorer l'histoire lors d'événements culturels, de salons du livre et de cercles de discussion. La municipalité les a écoutés, mais a affirmé qu'elle n'avait pas de budget. Malgré cela, ils ont réagi. Ils ont placé une plaque de fer rouillé sur l'une des places, demandant « Qui se souvient de ceux que la ville a laissés derrière elle ?» Un geste discret mais puissant. À part et bas, la mère d'Eliane cherchait du réconfort dans le souvenir des voix, repassant chaque interview, chaque couplet radiophonique. Un voisin raconta qu'elle se mettait à chanter des nuées d'oiseaux chaque après-midi. Il trouva cela étrange et lui demanda. Elle répondit, « C'est comme ça que j'entends son voyage de retour. » Cette phrase resta gravée dans la mémoire familiale. Le frère de Francisco a organisé une courte conférence dans l'atelier de menuiserie où il travaillait. Il a eu l'idée de réunir des jeunes, de raconter l'histoire de son frère et d'Eliane, et d'inviter un professeur de géographie à parler des sentiers et de la signalisation. La réunion était simple, sans fauteuil ni micro, juste quelques chaises en plastique à l'ombre d'un arbre. C'est là que beaucoup ont entendu l'histoire pour la première fois. C'est devenu un sujet de conversation, puis une histoire respectable. À Rio, le sentier a continué sans carte ni avertissement. Même après les révélations, rien n'a changé. Les pilotes de drones qui survolaient certaines parties du Corcovado ont classé la zone comme difficile d'accès. Le gouvernement de l'État a même déclaré avec une franchise glaciale, rénover les sentiers n'est pas une priorité touristique. La grotte est restée cachée, et c'était peut-être pour le mieux. Certains endroits, a déclaré un guide local, doivent rester vides pour contenir le poids de ce qui s'y est passé. En 2009, l'école publique City of Protagonistes a décidé de lancer un projet annuel de mémoire. Ce projet impliquait élèves, enseignants et familles. Chaque élève était invité à rechercher une histoire locale. Le texte de départ était la nouvelle, Silence à 10h42. Les élèves de différentes classes ont écrit des pièces de théâtre, des poèmes et des essais, tous inspirés par le couple disparu sur le mont Corcovado. Le dernier élève poète a conclu en déclamant que ceux qui n'avaient pas de voix pouvaient trouver un écho, et le silence du public est devenu collectif. Dans l'une de ces écoles publiques, une élève a commencé à collecter des données, à récupérer d'anciens articles de presse et à parler à sa famille. Elle a créé un blog simple, Desaparecido 67BR, comme s'il s'agissait d'une archive ouverte des absences brésiliennes. Il comprenait un bref récit du couple de Paraiba, des anecdotes familiales, des photos, des notes numérisées et même un dessin de la jeune fille qui, en grandissant, a commencé à dessiner sa tante et son oncle. Le blog a reçu des partages discrets, rares mais fiables. Quiconque y entrait s'arrêtait. À Pansal do Estácio, plus personne ne se souvient de ce qu'il y a dans la pièce. Mais l'ancien employé, aujourd'hui archiviste dans un bureau, raconte avoir trouvé une copie plastifiée du mot d'Eliane en fouillant dans de vieux tiroirs. Elle dit, « Je me sens comme un reliquaire ouvert. » Lorsque le frère de Francisco a commencé à suivre des cours de comptabilité le soir, il étudiait assis devant l'horloge sur la table. C'était son talisman silencieux, le seul témoin fidèle d'un moment désormais gravé dans la mémoire collective. Fin 2009, un ancien collègue de la ferme Boquerao a apporté à la maison une vieille radio à pile. Vous souvenez-vous de cette radio où les annonces de disparition parvenaient jusqu'à la campagne ? Maintenant,
la mère d'Eliane appelle à nouveau presque tous les après-midi. Elle écoute simplement, mais laisse la radio allumée, comme si quelqu'un à l'autre bout du fil allait sourire. Ce qu'ils avaient tous les deux maintenant, c'était une sorte de respect qui s'est construit lentement, sans limite de temps, sans publicité, sans gros titres, mais fort, car Francisco et Eliane ne sont pas revenus, mais sont finalement revenus à la mémoire de ceux qui voulaient se souvenir d'eux. Au début des années 2010, la montre de Francisco était bloquée à 10h42 depuis près de 10 ans. Mais l'heure exacte n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle représentait. Un moment de vie, une promesse tenue et une erreur tragique qui a tout coûté. L'heure de ce jour-là était gravée, non pas comme un témoignage, mais comme un monument invisible. La mère d'Eliane, les cheveux grisonnants et la voix de plus en plus basse, rechargeait sa radio moins souvent, mais gardait toujours l'antenne levée. C'était sa façon de garder le contact avec ce qui se passait, telle une vétérante d'un silence qui avait besoin d'être entendu. Parfois, elle parlait de sa fille au passé, mais avec douceur, sans regret. Elle a dit, elle vit nos gestes, dans les restes, dans l'horloge, dans ses rêves pour nous. Donna Dalva, de retour à Paraiba, effectuant des visites sporadiques, a décidé de relire le mot plastifié d'Eliane. Le message simple Christ à 9h, vêtements légers, apporté un goûter lui est revenu avec force. Elle se souvint que le journal était trop beau pour être jeté et insista pour le conserver comme on conserve le dernier mot de quelqu'un. À Campina Grande, le blog Desaparecido 67BR, disparu 67BR, fêtait ses 5 ans. L'histoire de Francisco et Eliane resta en tête. Ce n'était pas un gros titre, mais une invitation à y participer. C'est d'ailleurs le jour anniversaire de leur voyage qu'un militant local publia une vieille photo en noir et blanc de l'horloge, avec comme légende 10h42. L'heure de la dernière image. Il est temps de se souvenir durablement. Dans leur ville natale, un professeur d'histoire locale a intégré l'histoire du couple à ses cours. Il a expliqué aux élèves comment la mémoire urbaine peut échouer, comment les absences anonymes aggravent l'oubli institutionnel. Il a parlé de justice symbolique et de la façon dont les familles elles-mêmes, par de simples gestes, peuvent reconstruire leur identité. Le frère de Francisco, dans son atelier de menuiserie, affrontait le quotidien avec silence, mais avec détermination. Elle fabriqua une boîte en bois supplémentaire pour ranger les dessins de sa fille. Sur le couvercle était gravée une silhouette quasi invisible du Christ. Elle disait que, d'une certaine manière, elle souhaitait que le dessin soit authentique, afin que celui qui le perdrait puisse laisser une trace. À la pension Estacio, le placard qui abritait la chambre numéro 6 n'existe plus. Mais ceux qui connaissent l'histoire parlent de cet endroit comme d'un point sur la carte de la mémoire. Une ancienne employée a juré avoir entendu un bourdonnement dans le couloir la nuit. Elle a dit que c'était le bruit d'un sac qu'on ouvre, n'en a jamais parlé à personne et n'a plus jamais changé de travail. Rio. L'employé du ministère de l'Environnement, qui avait visité la grotte en 2007, y retourna une dernière fois, seul et silencieux. Il voulait voir l'entrée désormais entièrement recouverte par la forêt. Il raconta plus tard qu'en touchant la terre du doigt, il la sentit. Il existe une douleur qui vit seule. Il planta une fougère près du sentier le plus proche, sans aucun panneau, juste pour rappeler à tous que quelque chose avait existé là et que la nature ne se meut pas toujours toute seule. Les liens familiaux s'étaient dissous. La mère d'Eliane ne parlait plus à grand monde. Le frère de Francisco a déménagé pour travailler dans une autre ville. Mais dans chaque maison, les traces sont restées, l'horloge, la broderie, le banc en bois, le gâteau d'anniversaire avec une rose blanche sur l'évier. De petits gestes qui forgent des souvenirs et, au fond, la certitude inconfortable que la grande ville engloutit des gens sans argent, sans voix, mais là, dans ce silence affectueux, ils avaient une voix. Francisco et Anne ne furent pas salués par des applaudissements. Ils ne reçurent ni plaque ni messe ouverte à la ville. Ils furent interrompus par une erreur géographique, un sentier inexistant, une carte obsolète, un abri de fortune transformé en prison, et ils restèrent là, silencieux, jusqu'à ce que le temps leur rende ce qu'ils avaient oublié. Mais aujourd'hui, son histoire ne tient plus dans des tiroirs poussiéreux, ne tient plus dans des dossiers archivés sans un document de clôture émotionnelle.
Cette histoire demeure vivante dans les gestes de ceux qui restent, dans l'horloge immuable, dans la fillette portant le nom de sa tante, dans le blog qui recueille les absences, dans la broderie et le banc, sur le tableau d'affichage, dans le poème murmuré en classe, car certaines absences sont inévitables, mais l'oubli ne devrait pas l'être. Si cette histoire vous a touché, donnez-lui ce qu'elle mérite, la mémoire. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de comprendre que de telles absences sont réelles et que de simples objets peuvent révéler des vérités difficiles. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits que le temps a tenté d'effacer et pour nous rappeler ensemble que, sans gros titres, l'humanité est là.